Salut à tous, c'est Léon. Bon, ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé, que je vous ai pas fait de vidéo. Donc, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un livre écrit par Thomas Guénolé et dont la star est Jean-Luc Mélenchon, ce qui permet du coup de vendre plus de livres. Alors, ce livre, La chute de la maison Mélenchon, qui est sorti du coup en novembre 2019, ce qui commence à faire du coup. Et ce qui donne un peu de recul sur les conclusions de l'auteur, donc ça va me permettre également d'en parler. Donc ce livre, aux éditions Albin Michel, qui fait 250 pages. Alors, pour le coup, il n'y a rien de mieux que les insiders pour nous parler de ce qu'est vraiment un parti politique, hein. Quand vous avez quelqu'un qui est à l'intérieur, qui voit les personnes à l'intérieur, qui voit les leaders, qui voit la manière dont on est traité, qui voit est-ce que le parti est en cohérence avec son programme et avec du coup la manière dont il traite les gens. Alors on va commencer du coup par le résumé officiel du livre. Alors, la chute de la maison Mélenchon, ce récit nous fait vivre de l'intérieur la chute de l'homme qui a trahi l'espoir de millions de Français. On y découvre le fonctionnement dictatorial que cachent les plaidoyers pour une vraie démocratie. On assiste au procès stalinien que la France insoumise a fait subir à l'auteur, sincère militant traité en ennemi. De l'exploration documentée des montages financiers pratiqués par Jean-Luc Mélenchon au décryptage des méthodes glaçantes de sa communicante Sofia Chikirou, à la tête de la web-télévision Le Média. Ce témoignage qui relate l'effondrement de Mélenchon est une réflexion sur les coulisses de la vie politique. C'est également l'analyse de l'immense déception qui a suivi l'enthousiasme suscité par ce mouvement. C'est enfin le récit du combat d'un homme qu'on a voulu briser et qui est toujours debout. D'une liberté de ton dévastatrice, La chute de la maison Mélenchon est un document choc, autant qu'un réquisitoire accablant contre une gauche qui se prétendait différente. Donc l'auteur Thomas Guénolé, qui est politologue, intellectuel engagé à gauche, il a écrit plusieurs ouvrages dont Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants et la mondialisation malheureuse. Alors si je dois en dire un peu plus sur l'auteur, Thomas Guénolé, il fait des analyses politiques dans les médias. C'est un chercheur, enfin c'est un chercheur. Il a un doctorat de sciences politiques il a fait une thèse sur le centre, les centres en France, les centres, comment dire, le positionnement politique, je parle. Donc il a enseigné à l'université. Il a été aussi chroniqueur à la radio. Il était sur RMC à un moment donné, chroniqueur de Jean-Jacques Bourdin. Poste qu'il a quitté parce que une de ses chroniques n'a pas plu au gouvernement en place. Quand je parle du gouvernement en place, on était plutôt sur le gouvernement de Bernard Cazeneuve. Alors c'est intéressant quand on sait que Bernard Cazeneuve, je crois, a l'intention de se présenter, en tout cas a dans sa tête l'idée de se présenter à la présidentielle, la prochaine de 2027. Du coup, Thomas Guénolé a été membre de la France Insoumise, ce qui l'amène à la quitter pour écrire le livre en question. C'est un peu l'histoire de ce bouquin-là. Et dernièrement, si on fait du coup l'après bouquin de Thomas Guénolé, il est devenu chroniqueur de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Alors, de quoi parle ce bouquin? Dans ce livre, on nous parle du fonctionnement interne de la France insoumise. Alors, pour des raisons professionnelles, mais aussi personnelles, j'ai mis énormément de temps à terminer ce livre. On va dire que ça se compte en mois, si c'est pas plus d'un an. Je saurais pas dire. En tout cas, bon, là, je viens de me faire du coup aujourd'hui le dernier tiers du livre. Donc celui-là, je l'ai bien en tête. Le début, un peu moins, mais il m'a suffi de revoir quelques éléments pour me les remettre un peu en tête. Alors dans ce livre, on a plusieurs parties. Thomas Guénolé raconte son départ de la France insoumise à travers les accusations de harcèlement sexuel dont il a fait l'objet. Il explique l'escroquerie que représente la France insoumise selon lui, ou plutôt Mélenchon et ses proches, sachant que la France insoumise, c'est un parti qui base son programme sur la démocratie avant tout. Donc ça fait un peu
contradiction, on va dire. Guénolé évoque les montages financiers au sein du parti, ce qui permet notamment à Sophia Chikirou, qui a priori a été la maîtresse de Jean-Luc Mélenchon et qui est devenue députée depuis, de s'en mettre plein les poches avec sa société de communication qui s'appelle ou qui s'appelait Mediascope. Je sais pas si elle tourne encore. On a aussi tout un chapitre qui est réservé au passage de Sophia Chikirou en tant que gérante de la chaîne YouTube Le Média à sa création. On peut voir à quel point cette personne se comporte en autocrate violente avec des méthodes de management d'une brutalité impressionnante. Ça me fait même éternuer, c'est dire. Alors les infos, ces infos-là concernant la chaîne YouTube Le Média, je pense qu'elles viennent de la compagne de Thomas Guénolé qui s'appelle Katerina Rizakova et qui a travaillé aux médias au départ. Alors, la finalité du truc, c'est que Sofia Chikirou, donc cette députée actuellement, qui du coup est tout en haut de la France insoumise en termes de hiérarchie, puisque comme elle a une certaine proximité avec Jean-Luc Mélenchon, eh ben on va dire que ce qu'elle fait, ce qu'elle veut a beaucoup d'importance. Donc Sofia Chikirou, elle aurait pompé les ressources du média, le Média TV, à son profit, et elle vit grassement sur l'argent des structures dans lesquelles elle s'insère. C'est à peu près ce qui se dit du coup dans le bouquin. Alors on va résumer un peu l'affaire Guénolé pour que vous puissiez bien comprendre avec un petit résumé. Alors, le 18 avril 2019, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Thomas Guénolé rompt avec la France insoumise. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de gouverner la France insoumise en autocrate, qualifiant Manuel Bompard d'homme de paille et de paratonnerre. Il déclare que la France insoumise est organisée comme une dictature, où Jean-Luc Mélenchon décide de tout, ce qui compte en symbiose, décide de tout ce qui compte, pardon, en symbiose avec Sofia Chikirou. Il affirme que la démocratie interne à la France insoumise est un simulacre. Les militants ne peuvent voter qu'en bloc sur des textes préparés par l'appareil central et il n'y a jamais de vote pour départager deux lignes sur un point qui divise les militants. Alors, ça effectivement c'est vrai, hein, c'est sûr que les votes, comment dire, ce qui est proposé au vote à la France insoumise, bien souvent c'est des gros blocs, c'est des textes et on n'est jamais, on n'est pas sur des amendements si vous voulez, on est sur un peu comme un 49.3 où on dirait aux gens, bah, soit vous prenez, soit vous partez. Donc c'est ou oui ou non, mais on peut pas dire, bah, dans ce texte-là, il y a ça que je voudrais enlever, il y a ça que je voudrais mettre. C'est a priori, c'est comme ça que ça se passe dans la France insoumise. Euh, donc, il révèle que juridiquement, Thomas Guénolé, la France insoumise est une association sans adhérents, avec pour seul organe son bureau. Alors, ça aussi, effectivement, il n'y a pas d'adhérents. Il y a que des signataires, et puis il n'y a pas de cotisation, hein, c'est pas un parti comme les autres. Ce qui a fait dire à Jean-Luc Mélenchon que c'était un mouvement gazeux. C'est ni solide ni liquide, on est dans le gazeux. Donc, il affirme, je continue, Sophia Guénolé, n'importe quoi. Thomas Guénolé, il affirme que Charlotte Girard, pressentie tête de liste La France insoumise aux européennes, a été placardisée dès lors qu'elle s'est alarmée de la présence de Sophia Chikirou dans le dispositif de campagne. Alors, Charlotte Girard, c'était du coup, celle qui a coécrit le programme, qui était très haut dans la France insoumise, qui était là au début de la France insoumise en 2016, en 2017, et qui aujourd'hui a totalement disparu du paysage médiatique, parce qu'en fait elle a quitté le parti, disant que le parti, c'était pas possible de changer quoi que ce soit et de ne pas être d'accord. Et il y a plusieurs personnes comme ça, je crois, qui sont citées dans le livre, comme Lim Wang Ndok, enfin bref, un économiste, enfin, plusieurs personnes qui étaient dans le parti et qui sont partis en tenant un peu toujours le même discours en disant que finalement le parti se revendiquait de la démocratie,
mais qu'en fait c'était pas du tout démocratique en son sein. Thomas Guénolé estime que Sofia Chikirou risque objectivement une condamnation judiciaire et que la maintenir prestataire de campagne électorale est donc un risque judiciaire extrêmement grave. Dans l'affaire du compte de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Guénolé considère qu'il existe un risque judiciaire élevé de condamnation de Jean-Luc Mélenchon avant la prochaine élection présidentielle à une peine d'inéligibilité. Alors ça nous met un peu dans l'actualité, hein, puisque là on est en avril 2025, puisque Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité. Et moi j'y vois, alors je viens de finir ce livre aujourd'hui et je connecte un peu le passé au présent, et ça me fait dire que quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire que on peut pas mettre une peine d'inéligibilité avec une exécution provisoire, en gros il faut pouvoir, c'est comme ça que je lis les choses, pouvoir faire traîner un peu le procès en longueur, et ben on se rend compte, enfin en tout cas moi j'ai la sensation que Jean-Luc Mélenchon, bah, en fait il essaie de protéger un peu Sofia Chikirou. En tout cas, parce que son parti, à lui aussi, à lui non plus d'ailleurs, on va dire plutôt, n'est pas propre. Et donc, c'est bizarrement une des seules voix à gauche, ou en tout cas un des seuls partis à gauche, où on n'est pas vent debout contre comment dire, ce qu'a fait Marine Le Pen. Enfin, en tout cas, on, on conteste l'inéligibilité euh, bah, qui se déclenche tout de suite, en fait, et puis qui n'est pas suspendue par le fait de, comment dire ça? Oh là là, j'ai du mal. Par le fait, du coup, euh, j'allais dire porter plainte, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt aller en appel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je reprends sur le récit de cette affaire. Peu après, la France insoumise déclare dans un premier communiqué que son comité électoral a reçu un signalement d'une jeune femme dénonçant des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel de la part de l'auteur, du coup Thomas Guénolé, et que le dossier était en cours d'instruction. Le communiqué accuse également Thomas Guénolé d'instrumentaliser des prétextes politiques pour sa défense. La dénonciatrice, l'une de ses élèves à Sciences Po en 2017, a vu son nom sur la liste pour les européennes de 2019 et s'est manifestée auprès du pôle de vigilance et d'écoute du parti le 3 mars 2019. Donc elle a vu le nom de Thomas Guénolé. La France insoumise déclare l'avoir auditionné le 14 mars, qu'une délégation a ensuite rencontré Thomas Guénolé, mais il n'a pas été possible d'avoir d'autres échanges, ce dernier ayant choisi de judiciariser la procédure et de saisir son avocat. Donc ça c'est un peu ce qu'il raconte dans le livre. Dans un deuxième communiqué, la France insoumise répond aux critiques de Thomas Guénolé que jamais il n'avait exprimé de telles positions avant. Similairement, Alexis Corbière déclare être abasourdi et n'avoir jamais entendu Thomas Guénolé exprimer ses griefs. Dans un troisième communiqué, le comité électoral de la France insoumise annonce le retrait de la candidature de Thomas Guénolé de la liste LFI aux élections européennes de 2019, parce qu'on remonte à cette période-là, hein, le livre a été écrit dans ces eaux-là. Thomas Guénolé dément l'ensemble des accusations de la France insoumise, estime que ses critiques en interne sur le fonctionnement du mouvement ont fait de lui la cible de méthodes staliniennes et annonce porter plainte contre l'accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Alors c'est pas mal du coup de citer Alexis Corbière là dernièrement, qui se déclare abasourdi, parce qu'en fait Alexis Corbière, si on reprend un peu la chronologie aux dernières élections, alors comme il s'est un peu mis du côté de François Ruffin, il s'est lui aussi fait dégager, on lui a mis un concurrent dans sa circonscription. Donc en fait les critiques sur le manque de démocratie, à l'époque Alexis Corbière il était à fond derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis, bah, dernièrement, si on prend son discours, le discours serait quand même plutôt raccord avec ce que disait Thomas Guénolé. Donc je trouve que ça manque pas d'ironie d'avoir Alexis Corbière qui est cité ici. Alors je reprends mon résumé. Le 6 juin 2019, Thomas Guénolé poursuit en justice la France insoumise pour avoir bafoué ses droits humains. LFI est poursuivi pour sa procédure interne organisée contre Guénolé.
organisation selon lui illicite d'un procès pénal, refus de lui donner accès aux documents, refus de l'assistance d'un avocat, etc. Il affirme que les faits qui lui ont été reprochés ne révèlent pas du délit de harcèlement sexuel. Il affirme également que l'accusation pénale entreprise dans un cadre associatif, une procédure illégale selon lui, a conduit à le présenter à tort dans la presse comme accusé de harcèlement sexuel, doit un dommage à sa réputation. Bah effectivement, dans notre société, hein, quand on est accusé de quelque chose, on est censé être présumé innocent, mais en réalité, dès que ça va dans la presse, bah, tout le monde considère que vous êtes un peu coupable et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En février 2020, donc ça c'est après le bouquin du coup, Thomas Guénolé porte plainte pour diffamation non publique contre Daniel Simonet, élu LFI, et auteur du rapport interne au parti l'ayant accusé d'harcèlement sexuel. Le 9 novembre 2020, Daniel Simonet ayant plaidé la vérité des faits, le tribunal de police de Paris rejette son offre de preuve, constatant donc l'absence de preuves pour accuser Guénolé, mais relaxe Simonet au motif de la bonne foi. Thomas Guénolé décide de faire appel à la décision le 23 mars 2022. La Cour d'appel de Paris confirme le premier jugement. Thomas Guénolé annonce se pourvoir en cassation. Donc avec ces délais, on voit aussi que la justice, c'est lent la plupart du temps. Donc ça, c'est une réflexion aussi au procès qui se passe de Marine Le Pen, les assistants parlementaires et les emplois fictifs. Selon Le Monde, dans cette affaire, Thomas Guénolé est parti avec fracas en 2019 de la France Insoumise en dénonçant le côté kafkaïen, j'adore ce mot, d'une procédure interne pour des faits assimilés à du harcèlement sexuel, fait qu'il a toujours contesté et qui ont donné lieu à un procès en diffamation. Le tribunal qui a examiné sa plainte pour diffamation estime que Thomas Guénolé a été accusé sans preuve et sans témoin. En 2022, dans un article Enquête du Monde, alors ça c'est intéressant, Hélène Franco, magistrate et ancienne militante aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, déclare au sujet du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise, donc c'est le truc qui a accusé Thomas Guénolé. Donc elle déclare au sujet de ce comité: il faut être franc, ce comité est devenu au fil du temps un rasoir à deux lames. La première sert à dire à l'extérieur que l'on s'occupe du sujet et évite que l'on dépose plainte. La seconde, c'est pour dégager les emmerdeurs, ceux qui veulent des places ou contestent le fonctionnement interne. C'est donc le cas Guénolé. Donc voilà pour un petit résumé que j'ai repris un peu ailleurs. Vous résumez un peu le contenu du bouquin, sachant que ce résumé ne donne pas le contenu du bouquin, mais dans le bouquin, en fait, vous allez plutôt avoir la manière dont Thomas Guénolé perçoit les choses, et puis son impression à lui, le fait que il est estomaqué par ce qui lui arrive, et puis sa manière de réagir aussi à cette accusation et à ce qu'on lui met dans la tête, globalement. Alors maintenant que j'ai repris, que je vous ai un peu résumé tout le truc, je vais vous redonner un peu mon avis. Donc dans le livre, on a une anecdote intéressante aussi du coup sur Jean-Luc Mélenchon qui demande conseil à François Bayrou pour créer son parti, avec un petit retour sur l'avant France Insoumise. Donc je vais vous lire un petit extrait du coup. Euh, donc bon, c'est vers la fin du livre hein, quand Thomas Guénolé revient un peu sur qu'est-ce qui s'est passé avant que la France Insoumise soit créée. Et puis les raisons aussi de l'échec de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas de l'échec qu'il pense arriver, hein. Il pense que Jean-Luc Mélenchon va se casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Euh, donc, page 200. Hop. Alors, donc on revient un peu à l'époque de 2005, hein. Jean-Luc Mélenchon, qui avec cette campagne référendaire a percé, donc la campagne du traité constitutionnel européen, qui avec cette campagne référendaire a percé pour la première fois sur les plateaux audiovisuels, il gagne quant à lui le début de sa notoriété dans le grand public. Et s'il cherche encore à faire avancer son camp dans la guerre de position des batailles internes à son parti, l'expérience de ce front commun du non de gauche lui fait déjà envisager une sorte de réunification de la gauche anti-système en dehors du Parti socialiste.
À la décantation de 2005 succède la catalyse de 2007. Certes, contrairement au séisme du 21 avril 2002, la candidate du PS, Ségolène Royal, est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Néanmoins, au bout du compte, elle perd largement, avec 6 points d'écart, 53% contre 47%. Cette lourde défaite, alors que la droite gouverne depuis 5 ans, conduit chacun à l'intérieur du Parti Socialiste à faire ses choix, puisque Jean-Luc Mélenchon était au Parti Socialiste à l'époque. Jean-Luc Mélenchon décidera pour sa part que si le prochain congrès du PS aboutit une fois de plus à la mise en minorité de l'aile gauche, il quittera le parti pour aller réunifier la gauche anti-système hors du PS. Fait méconnu, et donc c'est ça qui est intéressant, il prend conseil à l'époque auprès du chef de file du centre, François Bayrou. Raconte-moi comment tu as fait, lui demande-t-il lors d'un déjeuner. Tu as eu les couilles de rompre avec la droite et de créer ton parti. Moi, je veux faire pareil. Je vais rompre avec le PS et prendre le Parti communiste. Donc voilà, c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, bah, Mélenchon, c'est le chef d'une des deux oppositions, avec le RN. Mais du coup, bah, François Bayrou, lui, il est Premier ministre. À noter également que, bon, là, on va parler des affaires dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai évoqué celle de Marine Le Pen, mais il y en a un peu pour tout le monde, hein, puisque le parti, en tout cas, de François Bayrou a également été condamné, et je crois qu'il y a un appel. François Bayrou pourrait être à nouveau concerné par les affaires. Voilà. Donc, on va pas jouer dans le tous pourris, mais il y a quand même des gens pourris. Il y en a quand même dans beaucoup de partis et dans les partis principaux, on va dire. Voilà. Alors Thomas Guénolé, dans le bouquin, il nous parle aussi du changement d'image de Jean-Luc Mélenchon près des Français depuis l'affaire des perquisitions au siège de la France Insoumise, qui a selon lui cassé l'image de Mélenchon durablement. Et là, du coup, il nous cite les sondages de l'IFOP. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis retourné voir également les sondages de l'IFOP qui, depuis, ont continué, ce qui nous a permis d'avoir un peu une évolution. Alors, pour autant qu'on fasse confiance aux sondages, bien sûr, et aux sondages de l'IFOP, mais ça nous permet, décidément, d'avoir une évolution de l'image de Mélenchon près des gens. Donc, on va reprendre le sondage qui a été fait 31 mars, 1er avril 2017. Vous voyez qu'on est en 2025. Donc, 1er avril 2017, c'était peu de temps avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'est présenté en 2012, qu'il a fait 11% des voix. Thomas Guénolé explique d'ailleurs dans le livre que à l'époque, il n'était pas le vote utile de gauche, et que malgré qu'il soit monté dans les sondages à 17%, et bah comme c'était Hollande le favori, bah Hollande a pris les votes utiles, et Mélenchon est retombé à 11% alors il côtoyait, on va dire, Marine Le Pen à l'époque dans les sondages. Marine Le Pen qui elle-même en 2012 n'a pas atteint le deuxième tour, mais pour le coup était montée euh, bah, dans ces eaux-là à 17%, je crois, si je me trompe pas. J'ai pas revérifié les chiffres. Alors, euh, donc je reprends le sondage de l'IFOP. Dernier sondage que j'ai trouvé qui date du 3 mai 2024. Et en fait, on a un tableau. Donc vous pouvez retrouver ça, hein, sondage de l'IFOP, l'image de Jean-Luc Mélenchon près des Français, qui nous dit qui demande en fait, est-ce que, donc pour chacun des termes suivants, direz-vous qu'il s'applique bien ou mal à Jean-Luc Mélenchon? Et on demande, et on dit, Jean-Luc Mélenchon vous inquiète. Combien de pourcentage de personnes répondent oui à ça? En avril 2017, juste avant l'élection où Jean-Luc Mélenchon fait du coup 19,5% des voix, euh, 38% des gens répondent qu'il les inquiète. C'est une minorité. Le sondage est refait après les perquisitions, parce qu'en fait c'est à ce moment-là, selon Guénolé, et je pense qu'il a raison, que l'image de Jean-Luc Mélenchon a coulé et est devenue très mauvaise. Alors, ce qui l'a pas empêché pour le coup de faire 21,95% des voix à la présidentielle de 2022, hein, donc 4 ans après les perquisitions. Mais vous allez voir que l'image
Alors, certes, il a des fans, hein, c'est un peu comme, Marine Le Pen. Il y a pas mal de gens qui aiment Jean-Luc Mélenchon, comme il y a beaucoup de gens qui aiment Marine Le Pen. Mais l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'elle a été pas mal écornée par les perquisitions. Alors pour ceux qui ont oublié, c'est le moment où la police du coup est venue dans le siège de la France Insoumise pour perquisitionner du coup, donc chercher des choses, suite à des affaires financières. Je crois que c'était les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais je suis pas très sûr. Et du coup, Mélenchon n'étant pas content, est arrivé avec ses troupes, a voulu enfoncer la porte de son local. Il y avait un policier devant et il a crié des trucs du genre La République c'est moi. Et puis ensuite il s'est filmé disant que sa personne était sacrée. Bref, et il a posté tout ça sur les réseaux sociaux. Avec à la suite de ça l'émission Quotidien qui a passé en boucle les images pendant des mois où il gueulait La République c'est moi. Donc voilà pour le contexte. Donc je reprends le sondage dont Thomas Guénolé parle, sachant que lui il en parle en 2019, et que le sondage a été refait plus tard. Donc Jean-Luc Mélenchon vous inquiète, avril 2017, 38%. Octobre 2018, donc après les perquisitions, 59%. Donc là vous avez une augmentation de quasiment 20 points, bah de plus de 20 points d'ailleurs, des gens qui se disent inquiets par Jean-Luc Mélenchon. Alors le temps passe, donc ça retombe un peu, janvier 2019, 48%. Septembre 2020, 54. Mars 2021, 59. Alors ne me demandez pas à quoi correspondent ces dates, hein, puisque généralement quand l'IFOP teste, c'est que soit il y a une élection, soit il y a un événement. Donc 38, 59, 48, 54, 59. Mars 2022, 52%. Donc on oscille, hein, ça monte, ça descend, mais on retombe jamais aux 38% de avril 2017, au moment où Jean-Luc Mélenchon venait de faire son débat sur TF1 avec avec les quatre autres candidats principaux, enfin en tout cas ceux qui étaient en tête dans les sondages, c'est-à-dire à l'époque Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui n'était pas encore président mais qui allait le devenir, François Fillon, voilà, avec ses affaires, hein, ce qui l'a pas empêché de faire 20%. Et l'affaire des costumes et compagnie avec son emploi fictif, hein, je crois qu'il a été condamné depuis. Et encore un clin d'œil à Marine Le Pen, hein, décidément. C'est un peu le même genre finalement. Et Benoît Hamon, qui était le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Du coup, Thomas Guénolé, dans le bouquin, il analyse un peu le transfert de voix en fait dans les sondages entre Macron, Mélenchon et Benoît Hamon. En expliquant du coup que à l'époque, alors je saute un peu du coq à l'âne, hein, j'espère que vous allez me suivre, mais qu'à l'époque, dans la campagne de 2017, au moment où Benoît Hamon est choisi face à Manuel Valls dans la campagne, dans la primaire socialiste, et ben en fait, Benoît Hamon est assez haut, et ça c'est vrai que je m'en souviens, dans les sondages, il était à 17% au mois de janvier 2017, si je me souviens bien. Et puis finalement, Thomas Guénolé, qui est politologue, hein, qui a un doctorat en sciences politiques, et qui analyse donc bien tout ça, explique que Benoît Hamon se fait pomper de l'électorat par Macron, qui du coup monte dans les sondages. Et au moment où Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont tous les deux aux alentours de 11-12%, et ben il y a ce fameux débat dont je parlais tout à l'heure, là, les 5 candidats sur TF1, que vous pouvez retrouver hein, si vous avez envie de vous faire un retour dans le temps hein, pour les acharnés de la politique. Et, euh, et donc Jean-Luc Mélenchon paraît bien meilleur que Benoît Hamon parce que bah, il a un certain charisme, il parle bien et à ce moment-là, du coup, et bah, il continue à pomper l'électorat de Benoît Hamon qui avait déjà été bien pompé par Emmanuel Macron. Et donc c'est ce qui fait que dans le score final de la campagne de 2017, et ben Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé avec 19,5 et Benoît Hamon avec 6%. Alors Benoît Hamon, je crois qu'il avait dit que son nom était un peu déshonoré avec un score pareil. Peut-être que voir le score de Anne Hidalgo en 2022, ça l'a un peu réconcilié. Parce que lui, il a fait 6, mais Anne Hidalgo, pour le PS, a fait 2, moins 1,8 je crois.
Enfin bref, parenthèse fermée. Donc je reprends mon sondage là, Jean-Luc Mélenchon vous inquiète. Avril 2017, 38%. Octobre 2018, 59. Janvier 2019, 48%. Septembre 2020, 54%. Mars 2021, 59. Mars 2022, 52. Mai 2022, 55%. Septembre 2022, 53. Et puis le dernier que j'ai trouvé, mai 2024, donc ça date d'il y a un an, 61%. Alors, du coup, ce qu'on voit, c'est que globalement, depuis l'affaire au moment de l'élection de 2017, bah, Jean-Luc Mélenchon, il inquiète pas la majorité des Français. Il a une bonne image. À noter qu'à ce moment-là, dans le même sondage, on a 76% des gens qui disent qu'il est proche des préoccupations des Français. Donc pour moi, clairement, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il a une tête de président. C'est-à-dire que quand on reprend les études de second tour, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il est, après Macron, le candidat qui a le plus de chances de devenir président. Si on regarde les seconds tours, il battait Marine Le Pen, il battait François Fillon, et il était à 53-47 avec Macron. 47, c'était pour Mélenchon, 53 pour Macron. Mais l'idée, c'était de dire que la principale menace pour Emmanuel Macron, qui était le favori quand on regardait les seconds tours dans les sondages, c'était Mélenchon. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Parce que l'image est franchement écornée. Donc 38% qui sont inquiets par Mélenchon en avril 2017, et on est aujourd'hui, en tout cas en mai 2024, à 61%. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est à 61%, on était à 59% en octobre 2018 après les perquisitions. Donc, c'est dire à quel point la marque Mélenchon a été abîmée, parce que bah, il y a eu aussi les histoires de Jean-Luc Mélenchon serait antisémite, qui n'existait pas du tout d'ailleurs, enfin, en 2017. Enfin, les histoires de France Insoumise antisémite, j'ai la sensation que c'est une invention de la part du parti de Macron pour discréditer Mélenchon et la France Insoumise. Enfin, toujours est-il que ça fonctionne très bien, puisque on a la pire note, on va dire, enfin en tout cas le pire pourcentage en mai 2024 par rapport enfin j'allais dire de tous les temps. Alors je sais pas si Jean-Luc Mélenchon a été testé avant avril 2017, peut-être, mais en tout cas aujourd'hui l'image est extrêmement mauvaise. Petite précision, si je prends l'indicateur Jean-Luc Mélenchon est proche des préoccupations des Français, on était à 76 en avril 2017, 42 en octobre 2018, et puis ça a un peu remonté après, hein, on est passé à 47, 41, 40, 45, 53, 42, et mai 2024, on est à 31. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Même chose si on reprend est attaché aux valeurs démocratiques. Alors là, le premier sondage était en septembre 2020. On était à 44. Mais 2024, on est à 28%. Compétent, on est passé de 37 à mars 2022, 37% à 28 en mai 2024. Capable de rassembler les Français, 31 en mars 2022 et on est à 22 en mai 2024. Capable de gouverner le pays. Alors ça, je l'avais vu de mémoire hein, dans le bouquin, parce que là, il n'est pas écrit sur mon PDF. La seule stat que j'ai là, c'est mai 2022, 36%, et 21 en mai 2024. Donc, tout ça pour dire que bah, Jean-Luc Mélenchon, il est quand même assez mal barré, je trouve. Enfin, sa capacité à passer le premier tour de la présidentielle et à se retrouver au second, j'y crois. Je pense que c'est possible pour la présidentielle de 2027. Alors, je m'écarte un peu du livre de Guénolé là, hein, mais je vous donne un peu mon avis personnel. Par contre, sa capacité à gagner, là franchement, il y a du boulot. De là à ce qu'il récupère son image de avril 2017, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop.
Donc voilà. Alors je reprends sur le livre de Guénolé. Donc Guénolé, il conclut le livre en parlant de sa demande d'union. Donc là on revient en 2019, hein, je reviens. Il parle du coup de sa demande d'union, sachant que ce qu'il souhaite, c'est finalement produit par la suite. Donc il dit que il voudrait une union de la gauche, que ça fait partie des choses qui font que la gauche ne gagne pas, que finalement ils sont stupides parce qu'ils se mettent pas ensemble, alors que quand on rassemble les pourcentages des gens qui vont voter, on tombe sur 10 millions d'électeurs de gauche en 2017, quand on cumule tout candidat de gauche et d'extrême gauche confondus. C'est-à-dire, si je me trompe pas, on avait donc Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, plus les candidats d'extrême gauche, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Enfin bref, quand il cumule tous les votes de gauche, ça fait 10 millions d'électeurs. Euh, donc moi je trouve ça intéressant, a posteriori, de finir ce bouquin et de lire ça, sachant que ça a été écrit en 2019 et qu'on est en 2025. Parce qu'en fait, l'union que souhaite Thomas Guénolé, eh ben, elle a eu lieu. Donc, puisqu'on a eu la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, en 2022, donc celle qui a affronté majoritairement les candidats d'Emmanuel Macron aux législatives de 2022, après que Mélenchon a fait 22% à la présidentielle. Donc la NUPES, c'était surtout des candidats LFI, hein, à l'époque, puisque le rapport de force était très très largement en faveur de Mélenchon, et que par conséquent, l'union, elle s'était faite principalement avec les candidats de la France insoumise. Et donc, bon, ça a échoué, hein, au final, hein, puisque les candidats macronistes étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, bien que n'ayant pas à eux seuls la majorité absolue, déjà à l'époque, en 2022. Et puis cette union, elle a également eu lieu sous une forme un peu plus équilibrée avec le nouveau Front populaire en 2024. Et là, pour le coup, ça a marché. Puisque, alors la configuration n'était pas la même, hein, c'est-à-dire que bon, c'est beaucoup plus difficile à mon sens de gagner contre ce qui est apparenté comme le centre. À noter que Thomas Guénolé qualifie le mouvement de Macron d'extrême centre. Je crois qu'il y a un chercheur, enfin en tout cas il y a un auteur qui a écrit sur cette notion d'extrême centre. Thomas Guénolé ayant fait une thèse sur la question, je pense qu'il ne sort pas cette notion de son chapeau. Donc, euh, l'union de gauche, la NUPES en 2022, elle a affronté les candidats de Macron, majoritairement au deuxième tour. Donc au deuxième tour, c'était globalement, est-ce que vous voulez un gouvernement de gauche ou est-ce que vous voulez un gouvernement macroniste? Et force est de constater que bah, les gens ont quand même préféré le gouvernement macroniste au gouvernement de gauche, qui était un gouvernement plutôt gauche radicale, hein. Alors, petite parenthèse, j'en fais beaucoup, hein, mais bon, c'est important aussi que je sois pas uniquement dans le descriptif. Euh, Avec ce que raconte Thomas Guénolé dans son livre sur la manière dont le mouvement fonctionne un peu comme une dictature, est-ce qu'on peut vraiment qualifier la France insoumise de mouvement de gauche? Ou même d'extrême gauche, hein. Enfin, gauche tout court, j'ai envie de dire, hein. Que ça soit extrême gauche ou gauche, sachant que la gauche, historiquement, c'est quoi? C'est ceux qui sont contre le veto du roi. Euh, la droite étant ceux qui considèrent que bah, le roi il a raison et qu'il a le droit de mettre son veto, et que même si tout le monde est contre quelque chose, si le roi dit qu'il est pour, bah c'est le roi qui a raison. Donc ça c'est la droite, hein. Historiquement c'était ça, hein, gauche et droite. Est-ce qu'on peut dire que la France insoumise est de gauche? Si au final c'est juste Mélenchon et Sofia Chikirou qui décident comment on fait? Enfin bref, c'est une interrogation que je pose sur la table. Donc je reprends. Donc on a cette gauche radicale, enfin en tout cas cet attelage NUPES en 2022 qui a perdu contre les candidats de Macron. Alors je sais plus exactement combien ils étaient, je dirais qu'ils étaient 150 députés, les candidats de Macron étant 200,
220, quelque chose comme ça. Et en 2024, évidemment, la configuration n'était pas la même, hein, puisque l'Union de gauche, le nouveau Front populaire, au lieu d'être en confrontation directe pour le gouvernement avec les macronistes, les macronistes, ils étaient un peu à la pêche hein, en 2024, puisqu'ils sont arrivés troisième avec, je crois, 20 ou 21% des voix, ce qui faisait d'eux, du coup, des arbitres, au sens où ils n'étaient plus en capacité de diriger. C'est-à-dire que au soir du deuxième tour en 2022, au soir du premier tour des législatives en 2022, la question c'était vous voulez les macronistes ou vous voulez la gauche dirigée par Mélenchon? Sachant qu'à l'époque c'était Mélenchon Premier ministre. En 2024, l'idée c'était. Alors, faut se remettre dans le contexte de 2024. C'était surtout le RN, Marine Le Pen et Bardella sont à deux doigts de prendre le pouvoir. Est-ce que vous voulez ça? Ou est-ce que vous préférez un truc instable euh, ou la gauche? Mais en tout cas, quand on prenait le nombre de candidats qualifiés pour le NFP, pour les macronistes et pour le RN, clairement, ça nous disait, même après les désistements, que en fait, il y avait trois scénarios possibles au soir enfin après le deuxième tour des législatives. Soit on avait un gouvernement majorité absolue Rassemblement national, ce qui était l'hypothèse la plus probable, hein, d'ailleurs, qui était donnée dans tous les sondages, en tout cas par beaucoup de sondages, pour une majorité relative hein, dans les sondages, pas pour une majorité absolue. Je me corrige un peu. Donc soit on avait ça, soit on avait une victoire du nouveau Front populaire, qui n'était pas trop une hypothèse donnée dans les médias hein, pour le coup. Euh, ou alors on avait le bazar qu'on a actuellement, c'est-à-dire des gouvernements avec des majorités relatives, donc très minoritaires, obligés de faire passer des lois avec soit 49.3, soit des attelages de voix. Sachant que de 2022 à 2024, l'attelage de voix, c'était surtout un attelage de voix macroniste plus les républicains, la droite officielle, historique. Et que maintenant qu'on a une majorité relative encore plus faible pour les macronistes, puisqu'ils sont plus que 100, combien? 170, quelque chose comme ça. 170, 180. Et qu'il faut 289 bonhommes pour diriger le pays. Et forcément, pour faire passer des lois, il n'y a pas 150 solutions. Hein. Ils sont obligés de s'appuyer sur LR comme ils le faisaient les 2 ans d'avant. Mais comme ça suffit pas, il fallait également s'appuyer sur le RN. Donc voilà, pour l'analyse un peu de ce qui se passe ces derniers temps. Donc, je vous disais qu'on a tout un passage intéressant du coup sur la propagande qui est instaurée par chaque camp à l'encontre des deux autres, c'est-à-dire gauche, extrême centre, le terme qui est utilisé par Thomas Guénolé, et extrême droite. Et puis, du coup, il nous évoque les 10 millions d'électeurs de gauche en 2017 qu'il faut unir, sachant que, quand on compare, le nouveau Front populaire en 2024, au premier tour, il fait combien? Il fait 9 millions de voix. Donc on avait 10 millions de voix en 2017 à la présidentielle, tout cumulé. Et quand vous mettez ensemble, alors c'est pas tous ensemble non plus, hein, parce que Thomas Guénolé compte le NPA et Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, ils se sont présentés aux législatives de 2024. Et bon après, je suis pas sûr qu'il y avait 1 million de voix pour Lutte ouvrière, hein. Ça m'étonnerait. Mais, euh, mais voilà. Alors à noter que quand Thomas Guénolé parle de l'union qu'il souhaite à la fin, une union qu'il nommerait fraternité, c'est très joli, il inclut tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il voudrait les partis politiques, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'on a? Les syndicats, les médias de gauche, Mediapart, Bastamag, j'en passe et des meilleurs. Alors il nous dit qu'en fait tout le monde devrait faire partie de fraternité. Je pense qu'il rêve un peu là.
C'était un peu le syndrome Émeric Caron là sur la fin. Et donc il cumule tout ça, hein, tous les partis, hein, ça va de lutte ouvrière jusqu'à possiblement le Parti socialiste, en incluant le nouveau parti anticapitaliste, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, qui j'ai oublié, la France Insoumise du coup, parce que Thomas Guénolé, comment dire, euh, sépare la France Insoumise et ce qu'il appelle lui la maison Mélenchon. C'est-à-dire que pour lui, il y a les gens de gauche, les militants de la France insoumise, ceux qui sont en bas, qui sont honnêtes dans leur démarche, et puis il y a ceux qui dirigent le parti. Mélenchon, Sophia Chikirou, Manuel Bompard, enfin bref, toute la clique, le petit groupe, hein, du coup on retrouve également Alexis Corbière, Daniel Simonet, enfin tout le petit clan qui dirige la France insoumise et qui fait qu'en fait ils verrouillent tout. Ils font que quand il y a des assemblées représentatives, bah en fait, on s'arrange pour que dans toutes les tablées, il y ait des gens de la base, enfin pas de la base justement, des gens du petit clan qui dirige, pour que tout soit verrouillé et que on puisse pas modifier ce que eux ils ont envie de faire. Voilà, voilà. Alors, je vais vous refaire un autre passage du bouquin, du coup, un passage à la fin. Alors, la nouvelle de la mort de la gauche a été très exagérée. La gauche est bien vivante, puisque le peuple de gauche existe. Plus précisément, en croire le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, nous sommes plus de 10 millions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est donc temps de s'interroger sur l'acharnement de vastes pans du paysage politique à prétendre que la gauche serait mourante. Après tout, bien que le parti Les Républicains ait régulièrement son lot de grandes déroutes électorales, nul ne constate une obsession similaire à répéter en boucle que la droite serait en train de disparaître. Dès lors, pourquoi ce matraquage incessant visant à persuader la population que la gauche serait une espèce menacée d'extinction? Alors je ne connais pas cette expression. Qui bono? C-U-I, plus loin, B-O-N-O. Qui bono? À qui profite le crime? L'extrême centre gouverne aujourd'hui la France. Et sociale, toute politique qui augmente le partage des richesses, par exemple par la redistribution fiscale, qui augmente la mise en commun des activités économiques, par exemple par la nationalisation, et qui augmente les droits de la population, par exemple, grâce à des protections inscrites dans le Code du travail. À cet égard, qu'on l'approuve ou qu'on la combatte, si la politique de l'extrême centre est extrémiste, c'est tout simplement parce qu'elle est radicalement antisociale. Elle réduit le partage des richesses en baissant la fiscalité des très riches et des épargnants, tandis qu'augmente la fiscalité qui pèse sur les classes moyennes et populaires. Elle réduit la mise en commun des activités économiques en remplaçant des grands services publics et des grandes entreprises publiques par des marchés privés. L'on songe à la SNCF ou à Aéroports de Paris. Elle réduit drastiquement les droits de la population, par exemple en plafonnant les indemnités pour licenciement abusif à un niveau suffisamment bas pour qu'il existe de facto un permis de licencier abusivement. Donc ça, on l'a oublié depuis, mais effectivement, c'est très simple de dégager les gens en les virant. On paye plus grand-chose pour un patron. L'extrême centre a pour particularité de nier sa propre radicalité, tout en accusant ses concurrents d'extrémisme. Ses propres idées ne seraient que l'expression du bon sens et du pragmatisme, tandis que face à lui, les extrêmes, entre guillemets, les populismes, entre guillemets, seraient néfastes du simple fait qu'ils n'approuvent pas le juste milieu que l'extrême centre dit incarner. Corollairement, selon cette idéologie qui postule que toute idéologie est dangereuse, mais qu'elle-même n'en est pas une, le clivage gauche-droite serait nécessairement obsolète, appelé à disparaître, car son existence enfreint le dogme en vertu duquel il n'y a pas d'alternative à l'extrême centre, le seul chemin raisonnable possible. Or, tant que la gauche vit, cette croyance résumant la vie politique à la lutte de la voie de la raison, encerclée par des extrémistes, est très visiblement fausse. Tant que la gauche vit, il existe une offre politique capable de gouverner le pays, qui propose le contraire du projet antisocial de l'extrême centre, et qui constitue donc une concurrence d'autant plus dangereuse que pour les classes moyennes, elle n'est pas un extrémisme inacceptable. Tant que la gauche vit, l'accumulation des réformes radicalement antisociales de l'extrême centre
menace de provoquer sa chute en repoussant l'électorat de centre-gauche dans les bras de la gauche. Il faut donc que la gauche soit enterrée vivante pour que l'extrême centre puisse prospérer. C'est pourquoi les dirigeants, intellectuels organiques et éditorialistes amis de l'extrême centre répètent en boucle que le clivage gauche-droite appartiendrait au passé. Et c'est pourquoi les mêmes essaient inlassablement dans la bataille des mots de remplacer entre guillemets la gauche par entre guillemets le progressisme, étant entendu que l'extrême centre, déjà seule voie de la raison, serait donc également le seul chemin possible du progrès. L'extrême droite, elle aussi, essaie de prononcer l'acte de décès de la gauche. Son idéologie distingue d'un côté les Français de souche, périphrase pour désigner la population dont la peau est blanche, et de l'autre les immigrés, périphrase pour désigner la population d'origine maghrébine, alors qu'aujourd'hui sa quasi-totalité est française, née française depuis 4 voire 5 générations. L'extrême droite adresse à cette catégorie de population une injonction contradictoire. Ils doivent s'intégrer à la population française, mais ils ne peuvent pas s'intégrer à la population française, ce qui revient à les condamner ad vitam à être moins français que les autres. En outre, selon l'extrême droite, la classe dirigeante livrerait délibérément la France à la finance mondialisée et à l'immigration massive, conduisant ainsi le peuple français à perdre ses emplois, sa souveraineté et son identité culturelle. Suivant cette idéologie, le clivage gauche-droite n'existe plus, remplacé par un clivage entre le mondialisme, qui consiste à livrer la France au pillage du système financier et des immigrés, et le patriotisme que l'extrême droite dit être la seule à incarner. Il faut donc que la gauche soit anéantie pour que l'extrême droite puisse prospérer, car tant que la gauche existe, cette tentative de forcer l'électorat à devoir voter soit pour un projet antisocial, soit pour un projet xénophobe est mise en échec. Le peuple de gauche refuse cette tentative d'américanisation de la vie politique française, qui la réduirait artificiellement à un duopole entre le Front National dans le rôle du parti républicain réactionnaire et xénophobe, et la République en marche dans le rôle du parti démocrate dont le progressisme se limiterait à l'antiracisme et aux droits des minorités sexuelles, ce qui est nécessaire mais pas suffisant. Le peuple de gauche refuse que cette tentative de confiscation de la vie politique par l'extrême droite et l'extrême centre aboutisse à ce que la question écologique, la question sociale et l'exigence de démocratie directe soient escamotées du débat ou reléguées au second plan. Le peuple de gauche refuse la double usurpation de ses idées et de ses valeurs par la République en marche, qui se dit progressiste, mais dont la politique économique est similaire à celle de la droite, et par la France insoumise, dont le programme est incontestablement de gauche, mais qui, à l'heure où j'écris ces lignes, fonctionne comme une dictature. Donc là, on a le tacle pour Jean-Luc Mélenchon, hein, évidemment. Le peuple de gauche aspire dans sa très large majorité à l'union de toutes ses forces, d'où d'ailleurs sa pratique massive du vote utile de gauche, pour l'accomplir tant bien que mal dans les urnes. Il est absolument ulcéré que les appareils partisans refusent de la réaliser ou échouent lorsqu'ils essaient. Cela étant, unir toute la gauche suppose que nous cessions de tomber encore et encore dans les mêmes pièges et dans les mêmes erreurs. La gauche doit retrouver un état d'esprit combatif et conquérant au lieu d'un état d'esprit géniard et défensif. Il faut donc en premier lieu qu'elle rompe avec sa tendance profondément malsaine et condescendante à voir dans toute population confrontée à l'injustice des victimes et des perdants qu'il faut plaindre. Pour ne prendre qu'un exemple, les ouvriers ne sont pas des perdants, ils sont les héritiers des grands combats de leurs aînés qui nous ont donné la sécurité sociale, l'assurance chômage et le code du travail, toutes choses dont ils peuvent être fiers et pour lesquelles tout Français leur doit sa gratitude. Ils sont des battants en lutte pour leur emploi et pour leur culture, la culture ouvrière. Ils n'ont donc pas besoin d'être pleurés dans ces interminables funérailles que la gauche lacrymale leur organise. Ils ont besoin que la gauche soit la grande force qui porte une ambition industrielle collective à la hauteur de leurs qualifications professionnelles et de leur courage. Ambition qui pourrait être l'immense chantier de la transition écologique totale de nos habitats et de nos infrastructures. D'autre part, la gauche doit rompre avec son habitude de jouer purement défensif, en particulier si hormis une ou deux promesses phares servant d'alibi le temps d'une campagne présidentielle, elle n'a rien d'autre à proposer que le statu quo économique
sociale et fiscale. Alors elle se condamne à n'être là que pour plaindre les perdants des réformes de l'adversaire, qui lui n'hésite pas à refuser le statu quo pour aller toujours plus loin dans les réformes antisociales. Au lieu de geindre face au rouleau compresseur adverse, la gauche doit donc repasser à l'offensive, c'est-à-dire assumer de proposer plus de partage des richesses par la redistribution fiscale, plus de mise en commun des activités économiques par la nationalisation, plus de droits sociaux dans le Code du travail, et ainsi de suite. En d'autres termes, il s'agit de remplacer la gauche lacrymale par la gauche conquérante. Il devient en outre urgent de conclure le débat, qui pour l'heure oppose frontalement les partisans de l'union de la gauche aux partisans du populisme de gauche. Donc ça, il en parle un peu avant, évidemment. Nous avons déjà vu et démontré que la stratégie du populisme de gauche suivie par Jean-Luc Mélenchon en 2017 a en réalité échoué. Sa candidature a dit qu'elle unissait le peuple, mais ce qu'elle a fait, c'est unir l'électorat de gauche. Cependant, plus profondément et indépendamment du questionnement stratégique, il est surtout temps de reconnaître qu'en fait, les fondamentaux de la théorie du populisme de gauche, portée par la philosophe Chantal Mouffe, et qui propose en substance de remplacer le clivage gauche-droite par l'union sacrée des 99% contre l'oligarchie des 1%, ne tiennent pas. Donc je ne vais pas continuer, mais vous voyez un peu, bon, à la fin, on est sur l'idée de dire, il faut se rassembler, il faut se mettre ensemble, on est fort, il y a des bons motifs. Et puis, moi, la sensation que j'ai eue, c'est j'ai passé du temps à casser, à démonter la France insoumise, qui est le principal parti de gauche. Bon, à part ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, forcément, ça amène à relativiser. Enfin bref, l'auteur a passé son temps à casser la France insoumise, ce qui du coup fait du dégât, forcément, un livre comme ça, hein, quand vous êtes de gauche et que vous lisez ça, bah ça amène à réfléchir. Et donc, pour finir, il rappelle quelque part que moi je suis de gauche, je suis pour ça, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit fort, et il faut se mettre ensemble. Et quand il parle de l'union, il parle de la France insoumise aussi. Simplement, il explique que bah, la France insoumise est dirigée par un dictateur. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, voilà. Donc vous avez eu quelques petits passages, du coup je vous les ai lus, quoi, 5 pages du bouquin. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Euh, c'est un livre que j'ai trouvé utile, même si j'ai eu bien du mal pour le coup à aller au bout, ça m'a pris des mois. Alors on voit du coup l'écart qu'il y a entre ce que la France insoumise met dans son programme et ce qu'il pratique en interne. C'est vertigineux. C'est un peu le même livre que celui pour le Rassemblement national qui a été écrit par Sophie Montel. Le titre c'était Bal tragique ORN, OFN pour le coup, parce que c'était FN à l'époque. Euh, donc toute la propagande sur le parti propre et honnête s'effondre. Alors que ça soit dans le livre pour le RN ou dans le livre sur LFI. Même si au final on a la sensation que c'est surtout un petit groupe de personnes qui abusent des millions de personnes, dans le cas de la France insoumise. Voilà. Euh, cette vidéo est très longue, hein, si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est vraiment top. Le récit en temps réel de Guénolé, qui va riposter à ce qui se prépare contre lui, ça c'est ce que j'ai préféré dans le livre. Ce que j'ai le moins aimé, c'est le dernier chapitre du livre sur le parti Fraternité, donc Union de la gauche. Donc Fraternité, bah, au final, c'était NUPES et NFP. Donc ça, c'était un peu lourd à suivre, hein, le dernier chapitre. Qu'est-ce que le livre peut vous apporter? Alors, on est en 2025, le livre a été écrit en 2019. Après, globalement, les acteurs, c'est toujours les mêmes, hein. Ils ont d'ailleurs des places encore plus importantes qu'avant. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est plus député. Cela dit, il est, bon, il est plus que jamais le favori de la gauche, hein, parce que là, bon, comme d'habitude, entre deux présidentielles, les sondages le mettent assez bas. Mais quand l'électorat jeune et, enfin, en gros, les facs, les diplômés, tout ça, va se mettre à se prononcer pour qui il va voter et dire quel est son vote utile, bah en fait, il va remonter dans les sondages. Alors, du coup, le livre.
bah, il vous apporte une entrée dans la France insoumise. Si vous êtes contre la France insoumise, vous aurez des arguments pour les attaquer. Et si vous êtes pour la France insoumise, moi je trouve intéressant de se confronter à la contradiction. De voir si vous trouvez que le récit qu'on vous sert, que Thomas Guénolé vous raconte, est cohérent en fonction de ce que vous savez de l'intérieur du parti. Voilà, moi je dirais que le bouquin, voilà quel est son intérêt. Alors, euh, alors si je devais donner un moment marquant du livre, bon, j'ai lu le dernier tiers aujourd'hui, le reste, je l'ai lu il y a quelques temps, donc c'est un peu compliqué. Mais globalement, c'est l'idée générale du différentiel entre ce qui est présenté dans le programme et en termes de propagande par la France insoumise, et puis ce qui se pratique en interne. Voilà, c'est ça qui est marquant en fait. C'est vraiment. Alors du coup, c'est encore plus marquant si vous êtes quelqu'un qui est affilié à la gauche ou qui est affilié à la France insoumise. Si vous êtes un opposant et que vous pensiez déjà que la France insoumise, c'est une fumisterie, que Mélenchon, c'est un dictateur, bah, ça va pas vous surprendre. Euh, mais voilà. Alors moi, j'ai payé ce bouquin 19 euros en grand format il y a quelques temps. Il est peut-être sorti en petit format, j'en sais rien. Si je devais donner une note, je lui donnerais un 14. Je trouve que c'est un livre qui est utile. Voilà pour ma vidéo. Bon, j'aurais pas réussi à respecter le moins d'une heure. Alors, j'espère qu'il y a des motivés qui seront arrivés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à me mettre un pouce bleu pour me récompenser un peu de ce que je peux vous donner du coup comme information. Euh, à noter du coup que ces vidéos, alors il n'y a pas énormément de monde qui les regarde, mais moi ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui les écoutent. Mais c'est aussi pour moi une façon de laisser une trace parce que si je ne fais pas de fiche de lecture sur ce que je lis, bah, dans 5 ans, j'aurai à peu près oublié ce qu'il y a dans le bouquin. Ce qui m'embête d'ailleurs un peu pour certains livres pour lesquels j'ai pas fait de fiche de lecture. Voilà, voilà. Donc quelque part, je me laisse une trace à moi-même. Je vous laisse une trace à vous, mais je me laisse aussi une trace à moi-même. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire. Et puis voilà, c'était Léon. À la prochaine!